Octobre, mois du consommation local au Bénin. Pour la 5e année consécutive, les produits typiques sont à l'honneur. 3 ministres du gouvernement ont procédé au lancement des activités instaurées par l'UEMOA. Et puis, mois du consommation local, nous parlons aussi des prénoms de chez nous. Le dossier du jour a sélectionné quelques-uns. Quelles sont leurs significations? Vous aurez les réponses. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Révélation art contemporain, l'exposition s'ouvre aujourd'hui en France. Elle donne à voir les œuvres de 42 artistes béninois jusqu'au début de l'année prochaine. Hier, le vernissage a réuni plusieurs amoureux de l'art. Le directeur général de l'Agence pour le développement des arts et de la culture et la directrice des arts visuels de l'ADAC sont ici au micro de Jérôme Hongo. Ces cartes postales qui abordaient la question, le départ du roi Béhanzin vers l'Algérie. C'est une exposition aujourd'hui qui rassemble 42 artistes et plus d'une centaine d'œuvres pour montrer toute la diversité de la création artistique au niveau de la scène artistique béninoise. Le but, c'est de créer de la visibilité autour de nos artistes et des professionnels de l'art au Bénin dans le but de leur créer des opportunités pour leur faciliter la circulation de leurs œuvres, la commercialisation de leurs œuvres, pour générer des revenus d'abord pour eux-mêmes et ensuite pour toute la nation. Et ça permet, par le même truchement, de créer un rayonnement de la culture béninoise. Le Bénin en tant que pays, avec une culture en pleine construction, aussi diversifiée, a besoin d'une identité forte qui doit être partagée avec le reste du monde. Et donc, le fait d'être présent aujourd'hui à Paris participe de cette stratégie qui consiste à faire connaître le Bénin, à renforcer sa diplomatie culturelle, à renforcer son soft power dans le but de permettre au reste du monde de nous connaître, de savoir qui nous sommes, quel est notre art de vivre, quel est notre rapport au monde et quelle est notre vision du monde. Et c'est par le truchement des artistes que tout ceci se passe. Nous en sommes à notre 3e étape de cette itinérance et où l'exposition est présentée dans ce lieu historique majestueux qu'est la conciergerie. Effectivement, pour cette étape parisienne, avec mon co-commissaire Emmanuel Daïdé, nous avons voulu présenter une exposition davantage thématique pour permettre au public parisien de mieux appréhender la culture du Bénin. C'est ainsi qu'effectivement nous l'avons présenté, nous avons proposé 3 sections. La première section, c'est des déesses et des dieux où sont représentés la métamorphose de ces déesses et dieux qui animent la pensée vaudou. La seconde section est dédiée à la puissance et la gloire des reines et rois du Dahomey. Et puis pour la dernière section intitulée des femmes et des hommes qui vivent et luttent dans ce monde globalisé. Cette exposition avait été sollicitée par le président français Emmanuel Macron lors de sa visite au Bénin pour relancer et consolider la coopération bilatérale dans le domaine culturel. L'exposition se tient à la Conciergerie de Paris, un lieu chargé d'histoire que nous raconte Ariane Da Silva. C'est l'un des monuments historiques de Paris, situé sur l'île de la Cité. Depuis sa construction au Xe siècle, la conciergerie fut le siège du palais de justice. Ce monument est aussi l'un des plus anciens vestiges du palais de la Cité, résidence et siège de pouvoir des rois de France au Moyen Âge. Un haut lieu de détention pendant la Révolution française avec l'installation du tribunal révolutionnaire. Sa prisonnière la plus célèbre était l'ex-reine Marie-Antoinette, accusée d'inceste sur son fils, le jeune Louis XVII. Après la Révolution, la conciergerie est demeurée une prison plusieurs fois réaménagée pour des raisons de sécurité, mais aussi pour améliorer les conditions d'incarcération. Les détenus célèbres et ceux considérés comme des menaces particulièrement dangereuses pour l'ordre public s'y succèdent. Lorsque Louis XVIII, frère cadet de Louis XVI,
arrive au pouvoir, la conciergerie devient l'un des principaux lieux de la mémoire royaliste. À la demande du souverain, une chapelle expiatoire est érigée sur l'emplacement de l'ancienne cellule de Marie-Antoinette en 1816. Le palais bénéficie dès 1812 de plusieurs restaurations. Classée monument historique en 1862, la conciergerie a été inscrite plus tard au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Visiter la conciergerie, c'est s'immerger dans l'histoire et la mémoire d'un lieu exceptionnel de pouvoir autour de deux temps forts de l'histoire de France, le Moyen-Âge et la Révolution. Dès le 4 octobre 2024, c'est en ces mêmes lieux que les œuvres de 42 artistes contemporains béninois seront exposées. Au menu, photographie, peinture, sculpture, vidéo, installation, dessin, performance, design et stylisme. Toute la richesse et la variété de la scène contemporaine béninoise seront dévoilées au cours de cette exposition intitulée « Révélation ». Art contemporain du Bénin. Cet événement culturel est subdivisé en 3 temps. Avec des déesses et des dieux, on admire la culture et la mythologie du culte vaudou, la métamorphose des divinités qui marquent cette religion vaudou. On passe ensuite aux reines et aux rois, à la représentation de la puissance et de la gloire du pouvoir d'Abomey et aux traditions qui ont façonné le pays. Puis on arrive aux femmes et hommes, aux êtres contemporains, à ceux qui font vivre le Bénin actuel et qui sont affectés par ce monde globalisé où les cultures s'effacent et se mélangent. Dans le reste de l'actualité, octobre, c'est le mois du consommant local au Bénin. Et pour la 5e année consécutive, un point d'honneur est mis dans la promotion des produits locaux à travers ce grand rendez-vous. 3 ministres du gouvernement ont procédé au lancement des activités entrant dans le cadre de cette célébration instaurée par l'UEMOA. M. Silas Awaimon et Alessandra Diotan. Le top est ainsi donné pour le mois du consommant local au Bénin, une initiative pour célébrer le savoir-faire et le génie créateur des producteurs et artisans locaux. Quand nous finissons d'exhorter nos producteurs, nos transformateurs à produire des biens et services de qualité, il est également de notre devoir de leur aménager l'écoulement de leurs produits avec une relative facilité. Cet après-midi, on ne peut que se féliciter en tant que Béninoises et Béninois de faire partie de ce qui est en train de se construire dans notre pays quant au consommant local. Nous nous faisons un devoir de rendre visibles les actions que le Bénin tout entier, et pas seulement le gouvernement, mais c'est aussi nos artisans, nos entreprises, c'est nos industries, tout ce qui est en train de se faire, que cela puisse être visible par le biais des canaux disponibles aujourd'hui partout dans le monde. L'extraversion pour les produits venus d'ailleurs, la méconnaissance des vertus et de la qualité des produits locaux sont les 2 principales causes du manque d'attrait selon le diagnostic posé par la ministre du Commerce. L'édition de cette année est placée sous le thème « Consommons local », un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UEMOA. Et ce thème se trouve en parfaite concordance avec les grandes orientations que j'ai énumérées tout à l'heure, visant à transformer de façon structurelle notre économie. Et nous lance aussi un grand défi qui peut se résumer à comment faire de la consommation des produits locaux un instrument stratégique pour l'industrialisation, la compétitivité et la résilience économique de notre pays. Cette problématique nous interpelle tous, agriculteurs, commerçants, artisans, citoyens et également gouvernants, dans nos choix de consommation vestimentaire, alimentaire, d'entretien, d'équipement et de loisirs. C'est aussi et avant tout une question de patriotisme. Le gouvernement bénéficie cette année du soutien de la coopération suisse dans l'organisation du mois du consommant local.
Et comment le gouvernement s'y prend-il pour promouvoir la consommation et la visibilité des produits locaux au Bénin? Dans son discours à l'occasion du lancement du mois du consommant local, la ministre de l'Industrie et du Commerce a fait le point des décisions. Voici un extrait de ses propos. Il s'agit de la mise en œuvre des nouvelles mesures pour la réglementation de l'exportation de bois, de toutes les dispositions prises pour garantir les matières premières à toutes ceux et celles qui ont décidé de transformer les matières premières en produits exportables. De la mise en place d'un fonds de développement au profit de l'artisanat, de l'instauration de la formation professionnelle et du certificat de qualification au métier. Parce que c'est aussi les compétences qui permettent réellement de transformer les produits et d'avoir vraiment des produits locaux, comme vous avez parlé tout à l'heure, de la qualité, exportables et surtout qui protègent le consommateur. Et également de cette obligation et de cette part réservée aux produits transformés localement dans le cadre des grandes commandes et également des commandes publiques. Octobre, mois du consommant local au Bénin, occasion aussi pour jeter un coup d'œil sur les prénoms de chez nous. Quelles sont leurs significations? Dans le dossier du jour, Gildas Vianou et Patrick Diosso nous apportent quelques éléments de réponse. À environ 400 km de Cotonou, l'eau blanche jaillit à flot. Nous sommes à Basila. Ici, le gouvernement fait des heureux. On est venu de très loin. Les postes d'eau autonomes dans les écoles à cantine, c'est une chose très bien attendue. Et à juste titre, grâce au programme d'accès universel à l'eau potable en milieu rural, 9 écoles... Les noms qui identifient le jour de sa naissance, moi je n'aime pas. Moi personnellement, j'ai un prénom africain. Moi, j'aime pas les prénoms de chez nous. Je suis fier d'avoir ce prénom qui est un prénom local. Prénoms locaux, localisés ou délocalisés, indigènes ou endogènes. Indigène, c'est péjoratif selon moi. Je pense que les prénoms endogènes, c'est notre identité même. Ce nom-là même qui établit notre destinée à nous, qui prédit notre avenir. Les prénoms locaux, c'est des prénoms qu'on donne à des nouveau-nés selon des critères bien définis. Critères familiales, critères religieux et bien d'autres. C'est le prénom de quelqu'un qui devient le nom de famille plus tard. Les noms que nous portons aujourd'hui, ce qu'on appelle nom de famille, cela avait été le prénom de quelqu'un. Donc, ce serait bien de parler plutôt des noms, mais des noms africains, et non des noms endogènes, des noms locaux, des noms traditionnels, c'est-à-dire des noms formulés dans les langues africaines. Des prénoms, je n'aime pas le mot, mais je vais le dire, locaux, localisés, je ne vais pas dire indigènes ou tout ce que vous voulez. La rencontre avec l'autre, avec l'étranger, a fait qu'à un moment donné de notre histoire, on nous a même interdit de donner des noms provenant de nous-mêmes à nos enfants. On nous a interdit de donner des noms en nos langues à nos enfants. Chaque prénommé défend son prénom personnel et personnalisé. Je donne le mien, Doudédi. C'est que, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, ce sera toujours la victoire. Moi, par exemple, mon prénom endogène, c'est Nongbédé. Nongbédé, Noido Voméan. C'est des paraboles, en fait, que les parents nous donnent. Quand mon père voulait se marier, il avait choisi une autre. Mais sa maman, sa tante maternelle, qui représentait sa mère, a dit non, celle-ci n'est pas faite pour toi. Et finalement, il s'est cogné la tête, comme on le dit. Et il est revenu à celle-là qui était destinée à lui, ma mère donc. Et quand je suis née, on m'a dit Nongbédé Noido Voméan. Je suis Mahi. Nongbédé Noido Voméan. Et donc, c'est pourquoi mon prénom endogène est Nongbédé. Doudédi et Nongbédé, deux journalistes animatrices, fiers de leur prénomination locale ou tropicale. Maunyo et Doji, deux universitaires, eux aussi fiers d'exhumer leurs prénoms tropicaux et d'inhumer leurs prénoms occidentaux. Un choix qu'ils assument et dont ils assurent l'onomastique et l'onomasiologie, les sciences qui étudient les noms propres et dénominations personnelles.
La commune de Basila, dans la Donga, bénéficie de la phase 2 du projet eau potable pour école à cantine PEPEC. Elle est désormais dotée de 9 postes d'eau autonomes construits sur budget national. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a officiellement transféré les ouvrages. Les détails avec François Nissou et Blaise Adampo. À environ 400 km de Cotonou, l'eau blanche jaillit à flot. Nous sommes à Basila. Ici, le gouvernement fait des heureux. On est venu de très loin. Les postes d'eau autonomes dans les écoles à cantine, c'est une chose très bien attendue. Et à juste titre. Grâce au programme d'accès universel à l'eau potable en milieu rural, 9 écoles à cantine de cette commune du département de la Donga sont desservies en eau potable. Avant, là, on cherche de l'eau ailleurs, mais maintenant, on est content qu'on a de l'eau à côté de nous. On est content. Nous avons souffert du manque d'eau dans cette école. Aujourd'hui, toutes nos souffrances sont définitivement conjuguées au passé. C'est bon. C'est très bon. On est libre maintenant. Et maintenant, si tu veux préparer à l'eau chez nous aussi, tu ne vas pas quelque part pour puiser l'eau. Maintenant, on n'a plus besoin de se déplacer. Nous avons le robinet juste à côté de la salle de classe. On a les points d'eau dans les salles de classe, donc il suffit de déléguer les responsables de classe et très rapidement, on a de quoi étancher sa soif. Aujourd'hui, les cuisiniers n'iront plus ailleurs pour aller chercher de l'eau pour préparer la cantine scolaire. Dans les temps antérieurs, là, c'était difficilement pour pouvoir préparer la cantine aux enfants. On va loin pour chercher l'eau. Maintenant, comme on a de points d'eau là, ça facilite les bonnes dames, également les enfants pour boire l'eau. Quand ils ont soif là, on a de points d'eau, on prend en même temps de l'eau à côté. L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, bras opérationnel du gouvernement, transfère les postes d'eau autonomes réalisés dans les 9 écoles à cantine. Il y a déjà une première étape qui a été la réception provisoire pour vérifier si les ouvrages ont été réalisés et si les ouvrages fonctionnent. Donc après la réalisation, nous passons à l'étape de la gestion qui est le transfert aux opérateurs régionaux suivant les zones d'intervention. C'est des localités très isolées, des localités éloignées des zones d'habitation et c'est vraiment une bonne chose de pouvoir permettre le fonctionnement réel de ces cantines grâce à ces postes d'eau autonomes. Le dispositif installé dans les différentes écoles primaires publiques est constitué d'un château, d'un point d'eau. Notre château a une capacité de 8 mètres cubes. Nous avons une pompe qui se trouve dans un forage. Cette pompe est alimentée par des panneaux solaires. Nous avons réalisé un point d'eau dans l'école et nous avons profité également, puisque c'est ce que nous a demandé, nous avons profité également pour réaliser un point d'eau pour la localité qui abrite l'école. Au-delà, un véritable problème de santé est désormais résolu avec la disponibilité de l'eau potable dans les écoles à cantine de Basila. Depuis que l'eau est venue ici, on n'a plus trouvé des vomissements chez des enfants un matin, des maux de ventre. Avant, les enfants sont obligés d'aller chercher de l'eau à 1 km et souvent c'est l'eau de pluie. Parfois, la couleur, ça effraie. C'est la phase 2 de l'eau 1 qu'on est en train en ce moment de transférer. Ça concerne les départements de la Donga, de la Takora et du Borgou. Voilà, et ça concerne, disons, 35 PEA, postes d'eau autonomes. Le projet eau potable pour école à cantine est dans sa phase 2. Dans la Donga, outre Basila, 7 écoles de Djougou sont programmées. À l'image des classes culturelles et sportives au secondaire, la pratique des activités physiques connaît aussi une réorganisation au niveau de l'enseignement primaire. La phase pilote du projet Synergie éducative et sportive 0 à 10 ans est officiellement lancée. C'est l'école primaire de Wekebo dans la commune d'Abomey-Calavi qui a abrité la cérémonie. Patrick Limonvo et Alessandra Diotan. Les 2 pieds joints, l'enfant saute dans le cerceau. C'est du jeu, c'est banal, mais plein d'intérêt pour sa personne. Ces jeux permettent de travailler chez l'enfant d'abord la réaction, l'équilibre. C'est à cela que nous assisterons comme pratique sportive au niveau du primaire dans les prochaines années au Bénin. Les démonstrations de jeux faites ici relèvent d'un nouveau projet conjointement mené par le ministère des Enseignements maternels et primaires. 10 écoles situées à Akasato,
dans la commune d'Abomey-Calavi sont retenus pour la phase pilote. Le projet Synergie éducative et sportive reflète la volonté de 2 ministères sectoriels de mettre en place un modèle novateur, axé sur le développement psychomoteur, cognitif et social des enfants âgés de 0 à 10 ans. La ville d'Abomey-Calavi est donc prête à pleinement jouer son rôle dans cette démarche en veillant à ce que les infrastructures et les conditions soient réunies pour la réussite de ce projet. Le département de l'Atlantique se réjouit de faire partie de cette aventure et veillera à son bon déroulement dans notre région. Ce projet implique un renforcement de la collaboration entre les acteurs. Je voudrais du haut de cette tribune inviter nos enseignantes et enseignants à s'ouvrir sans réserve à la dynamique novatrice enclenchée par le projet Synergie éducative et sportive en vue de l'éclosion effective des potentialités détenues par chacun des enfants qui en seront impactés. Il ne fait aucun doute que nos départements ministériels portent la vision du chef de l'État pour le sport et l'éducation, vision inscrite dans le programme d'action du gouvernement. Tout en poursuivant et en améliorant cette dynamique, nous avons jugé nécessaire de mettre l'accent sur le développement des habiletés motrices dès le plus jeune âge. Le projet Synergie éducative et sportive 0 à 10 ans va contribuer à la révélation précoce et à l'orientation des talents sportifs au Bénin. La première phase du programme d'appui à l'égalité de genre est à son terme. À ce jour, quels sont les acquis et qu'est-ce qui reste à faire? Les femmes concernées ont mené la discussion avec la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Le point des échanges avec Marcel Betoro et Mathieu Sokéno. 502 femmes au plan national disposent désormais des capacités nécessaires en tant que leaders politiques. La formation qu'on a eue au sein du PAEG, j'ai réalisé que c'est beaucoup plus développé. Et il y a eu de nouvelles thématiques qu'on n'avait pas eues lors du DECAFEM. Et je pense que tout ce qu'on a eu comme enseignement, c'est ce dont nous, femmes, qui avons l'ambition d'aller et réussir en politique, c'est ce dont on a besoin qui nous a été réellement enseigné. Les 4 modules nous ont vraiment donné la capacité de représenter nos camarades, d'être élus et de défendre notre pays partout où besoin sera. À travers le programme d'appui à l'égalité de genre, elles ont été formées sur le leadership féminin, comment tenir un discours en public pour une meilleure détermination dans leur parcours de militantes. Il s'agit d'un moment de donner et de recevoir. Ce qui nous réunit ici, c'est le renforcement du leadership politique féminin. Il s'agit d'œuvrer pour une meilleure implication des filles et des femmes dans la prise de décision de la gestion de la cité. Ce programme d'appui à l'égalité de genre a identifié dans les 12 départements 502 femmes qui, avec l'implication des organisations de la société civile, suivent donc un processus de renforcement de leurs capacités conformément à un référentiel de formation élaboré à cet effet et que nous avons eu à valider ensemble. Leadership politique dont les fondamentaux restent quand même le mérite et aussi le discernement. Des femmes engagées, leaders de qualité et porteuses de paix sont ainsi déployées sur l'échiquier politique. Cette rencontre d'échange à bâton rompu avec les jeunes femmes leaders du PAEG Zone 3 Atlantique Littoral, Ouémé et Plateau, témoigne une fois encore de l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon à œuvrer pour la réduction de l'inégalité entre les hommes et les femmes. La première édition du Salon Sécu Expo 24 a pris fin. Elle a réuni pendant 2 jours plusieurs acteurs autour de la sécurité au Bénin, de la sécurité des personnes, la sécurité numérique et les assurances. Le point avec Alessandra Diotan. C'est une démonstration du fonctionnement de ce dispositif anti-intrusion, un arsenal de sécurité parmi tant d'autres présentés à cette première édition du Salon de la sécurité, de la sûreté et de l'assurance du Bénin. Vu les défis et challenges
auxquelles doivent faire face les sociétés de sécurité et les compagnies d'assurance, AT Conseil Label, en partenariat avec le patronat des sociétés de sécurité privée, a jugé bon d'organiser ce salon d'exposition pour permettre à tous les acteurs et bénéficiaires des services de sécurité sur toutes leurs formes et services d'assurance afin de profiter de ce cas d'échange et de dialogue pour tendre vers l'amélioration de leur offre suivant la demande qu'exige la clientèle. Nous voyons ce salon comme un événement international. Nous voulons créer une plateforme sur Cotonou où les gens se donnent rendez-vous tous les 2 ans pour venir échanger sur les défis sécuritaires, les offres sécuritaires. Ce salon, qui porte sur un enjeu majeur, a été l'occasion pour le public d'interagir avec les spécialistes à travers panels et conférences débats. Quand on va au tribunal, on conduit quelqu'un pour un procès, peut-être après sa capture au niveau des caméras de surveillance, on nous demande est-ce que ce caméra a été enregistré avant son placement pour la surveillance. Une chose est claire, vous avez besoin d'une autorisation avant d'installer la moindre, une seule caméra. Les défis sécuritaires, au-delà de l'aspect physique, intègrent également l'aspect protection des données personnelles. Les normes existantes en la matière ont donc été passées au peigne fin. La faculté des sciences de la santé face aux défis sanitaires contemporains, c'est le thème des 3e journées scientifiques des sciences et l'événement se déroule jusqu'au 5 octobre au champ de foire à Cotonou. La ministre des Affaires sociales a officiellement lancé les travaux. Alexis Segwemon et Amandine Aniamboussou. Les journées scientifiques des sciences de la santé, un événement incontournable pour les professionnels et les étudiants. Elles permettent de célébrer ces hommes et femmes qui s'investissent dans la recherche dans le domaine de la santé. La santé est un domaine en perpétuelle mutation et il est de notre devoir, en tant qu'acteurs académiques et professionnels, de nous adapter, d'innover et de préparer l'avenir avec rigueur et détermination. La FSS a toujours été à l'avant-garde de la formation des professionnels de la santé, de qualité et de la promotion de la recherche scientifique dans notre pays. Ces journées sont une illustration éloquente de notre engagement à contribuer au développement des solutions innovantes face aux défis sanitaires contemporains. La faculté des sciences de la santé face aux défis sanitaires contemporains, les débats et échanges portent sur cette thématique et bien d'autres problématiques sanitaires actuelles. Les sous-thèmes abordés au cours de ces journées scientifiques sont d'une importance capitale. Les maladies à potentiel épidémique, la collaboration interdisciplinaire, le rôle des pharmaciens dans la promotion de la santé, la qualité de la nutrition. Le MASM est particulièrement sensible aux enjeux sanitaires car la santé est un pilier fondamental du bien-être social et du développement durable. Le lien entre santé, protection sociale et inclusion financière est indissociable de notre mission de lutte contre la pauvreté et de renforcement de la résilience des communautés vulnérables. Je tiens à saluer les efforts déployés par la Faculté des sciences de la santé dans l'organisation de ces journées, mais aussi dans leur contribution au renforcement des capacités des professionnels de santé. Les journées scientifiques sont une occasion de partage de connaissances afin de contribuer à améliorer la santé publique au Bénin. Hors du Bénin, le tour de l'actualité internationale nous conduit entre autres au Japon et au Burkina Faso, où les agressions djihadistes font beaucoup de déplacés. La compilation est signée et Gloria Oli. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, les réfugiés du Burkina Faso voisin fuient deux menaces, les attaques djihadistes qui ensanglantent le pays et les exactions des supplétifs civils de l'armée qui viseraient particulièrement l'ethnie Peul. En dehors de cette première raison, d'autres exactions poussent les Burkinabés à fuir leur pays. Celles des volontaires pour la défense de la patrie VDP, des supplétifs civils, de l'armée montée en puissance sous le chef de la junte au pouvoir, le capitaine
capitaine Ibrahim Traoré pour défendre les villages contre les attaques. Les atrocités commises par les groupes djihadistes contre les civils ont fait plus de 26 000 morts au Burkina depuis 2015, selon les chiffres de l'ONG ACLED qui recense les victimes de conflits dans le monde. Le nombre de personnes déplacées suite à des violences est estimé à plus de 2 millions. Les habitants d'un village de pêcheurs marocains sur l'Atlantique ne s'imaginaient pas dépendre un jour de l'océan pour le eau potable qui leur est fournie désormais par une station mobile de dessalement. Une technologie devenue indispensable à leur suivi face à une sécheresse prolongée. À Safi, une ville côtière située à 350 km de Rabat, un projet d'approvisionnement en eau potable par dessalement de l'eau de mer a été lancé. 3 stations ils sont implantées au niveau de la province de Safi, à savoir la commune de Bdouza, la commune Eyir et la commune Machet. Elles sont dotées d'une capacité journalière globale de 1800 mètres cubes par jour, ce qui permet pratiquement de couvrir les besoins de 45 000 habitants. Il s'agit d'un projet structurant qui consiste en l'acquisition, l'installation et l'exploitation de 3 stations monoblocs de dessalement en eau de mer. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.